Salut! Voilà déjà un mois que nous sommes en 2022. Il y a 30 ans, nous étions en 1992. Une année intéressante à bien des égards. C'est en tout cas ce que je vais m'employer à vous montrer dans ce journal de l'année 1992. International pour commencer. L'année 1992 s'ouvre dans un monde libéré du communisme. Le mur de Berlin a été abattu il y a 2 ans et demi. Les démocraties populaires d'Europe de l'Est, qui n'avaient de démocratique et de populaire que le nom, sont pour ainsi dire tombées les unes après les autres. Et la démission de Gorbatchev le 25 décembre 1991 donnera le coup de grâce à une URSS qui n'était déjà plus qu'un état fantomatique. Pour les Occidentaux, Gorby aura été l'homme de la fin de la guerre froide, mais les Russes ne devaient jamais lui pardonner d'avoir bradé l'Empire. L'avènement de la liberté en Europe de l'Est suscite espoir et enthousiasme, mais le triomphe de l'économie de marché inspire des inquiétudes. De surcroît, la chute du bloc communiste ne se traduit pas immédiatement par des lendemains qui chantent. On ne se refait pas une prospérité du jour au lendemain, et la disparition des dictatures ouvre souvent la voie au réveil des pires démons. C'est précisément ce qui arrive dans les Balkans. Le 8 avril, l'état d'urgence est déclaré en Bosnie-Herzégovine. C'est le début du siège de Sarajevo. Les États d'ex-Yougoslavie se déchireront pendant toute la décennie. Changeons de continent. Cette année-là, Deng Xiaoping aura 88 ans, dont 14 à la tête du régime chinois. La répression de Tiananmen il y a 3 ans est encore dans les mémoires, mais la Chine a déjà tourné le dos depuis longtemps à la révolution culturelle de Mao. Le cocktail de privation de liberté et de capitalisme caricatural était déjà en place, tout prêt à séduire les investisseurs occidentaux et les parangons du libéralisme économique. Pour l'Afrique du Sud, l'année 1992 est la première année post-apartheid, cette politique de ségrégation ayant été abolie grâce aux négociations entre le président Frédéric de Klerk et le leader de l'ANC, Nelson Mandela. Ces discussions ont permis à la sortie de l'apartheid d'éviter de tourner au bain de sang. Au nord du continent africain, la situation est moins prometteuse. Les élections législatives algériennes, remportées par le Front islamique du salut, sont annulées le 12 janvier, et le président Mohamed Boudiaf, qui incarne l'espoir d'une sortie de la crise institutionnelle, est assassiné le 29 juin. L'événement de l'année pour l'Afrique, c'est bien sûr la guerre civile en Somalie et l'intervention humanitaire. Les États-Unis lancent l'opération Restore Hope, qui se soldera par un échec. Aux États-Unis, justement, 1992 est l'année de l'élection présidentielle. Le président George H.W. Bush, l'homme de la guerre du Golfe, la perd, et entre dans le club très fermé des présidents américains désavoués. Il faudra attendre 2020 pour qu'un certain Donald Trump connaisse le même sort peu enviable. Le rival démocrate de Bush, Bill Clinton, sera investi président en janvier 1993. La famille Bush retrouvera le chemin de la Maison-Blanche 8 ans plus tard, avec le succès clancé. 1992 fut aussi l'année de la conférence de Rio, première édition d'une longue série de sommets destinés à sauver la planète des menaces que la pollution faisait déjà peser sur elle. Au cours de cette conférence, le président Bush déclara que l'American Way of Life n'était pas négociable, ce qui fut sans doute la seule parole honnête proférée par un chef d'État au cours de ce qu'on appelait le sommet de la Terre. Depuis, l'écologie a fait les progrès que l'on sait. Politique française maintenant. En 1992, François Mitterrand a déjà 75 ans, dont 11 à la tête de l'État. Le Premier ministre s'appelle Édith Cresson. Une femme à Matignon, c'est une première dans l'histoire de la République, et ça ne plaît pas à tout le monde en France. Cresson bat des records d'impopularité, les critiques de sa politique sont trop souvent teintées de machisme, le fond est atteint par le bébé de show qui la caricature en panthère servile, flirtant sauvagement avec le président. L'élection régionale de mars, la majorité est violemment désavouée. Le PS ne recueille que 18% des voix. Cresson quitte Matignon moins d'1 an après ses nominations. Elle est remplacée par Pierre Bérégovoy, qui nommera ministre de la ville Bernard Tapie. Celui-ci inculpé devra démissionner moins de 2 mois plus tard pour revenir au gouvernement à la fin de l'année. Bref, l'avenir s'annonce noir pour la gauche, les Guignols voient déjà Chirac à l'Elysée 3 ans plus tard. Malgré les difficultés et les rumeurs, loin d'être infondées il est vrai sur sa santé, le président Mitterrand semble tenir le coup. Il donne même de sa personne pendant la campagne du référendum pour le traité de Maastricht. La question laisse les Français sceptiques et le oui l'emporte finalement avec 51,04% des voix, une approbation pour le moins molle. Mais 1992 est aussi l'année du procès du sang contaminé. Les docteurs Garetta et Alain, anciens dirigeants du Centre national de transfusion sanguine, sont condamnés. Pour les anciens ministres concernés, Fabius Dufoy et Hervé, il faudra attendre quelques années pour qu'ils soient jugés. On parle alors, en ce qui les concerne, de responsables mais pas coupables. Médias et communication. 1992 est l'année du retour de Charlie Hebdo dans les kiosques. La relance du titre est aussitôt contestée par une société qui avait déposé le titre en tant que marque. S'en suivra un procès qui reconnaîtra la paternité du titre à François Cavanagh. La plupart des membres fondateurs du journal participent à cette nouvelle mouture, à l'exception de Delphine Deton et surtout du professeur Choron, qui ne sont pas disposés à faire confiance au nouveau rédacteur en chef Philippe Val. On se demande bien pourquoi. Du côté de la télé, ça bouge. Le 12 avril 1992, la 5, qui fut la première chaîne privée et gratuite en France, cesse définitivement d'émettre. Ce n'était pas la première fois qu'une chaîne de télé française disparaissait, il y a eu un précédent avec TV6, mais l'agonie de la 5 avait été largement médiatisée, en raison du combat mené par Jean-Claude Bourré pour tenter de sauver la chaîne. Surtout, alors que TV6 avait été aussitôt remplacé par M6, le canal laissé vacant par la 5 restera complètement vide pendant quelques semaines, jusqu'à ce que la chaîne culturelle La 7 migre sur le 5e canal, donnant naissance à Arte.
Mais comme les programmes d'Arte ne débutent qu'à 19 h, le canal reste vide jusque-là. Il en ira ainsi pendant 2 années entières, jusqu'à ce qu'Arte partage le 5e canal avec la 5e. La chaîne cryptée, qui n'en finit pas de se développer, quitte ses locaux historiques de la rue Olivier de Serres, devenus trop exigus, et emménage dans son nouveau siège du quai André Citroën. Le temps de l'amateurisme est définitivement révolu, mais l'esprit potage demeure. Les Guignols sont en pleine ascension, l'équipe d'auteurs est complétée par un certain Bruno Guessio, et commence sérieusement à faire de l'ombre au bébé de show. Les nuls quittent la chaîne sur un bon souvenir pour se lancer dans le cinéma. Greffe tente de pallier l'absence du trio légendaire avec Samedi soir avec les nouveaux. L'expérience tourne dans la cour, mais permettra quand même l'émergence de ce qui est devenir un programme phare de la chaîne, le Groland. Pour les chaînes de l'ex-ORTF, une page se tourne aussi. TF1, privatisé depuis 5 ans, immigre dans ses nouveaux locaux, la fameuse boîte à cons, et tourne de plus en plus le dos aux variétés traditionnelles au profit des reality shows. Patrick Sabatier est viré et Jacques Pradel devient le nouveau visage de la télévision racoleuse. Antenne 2 et FR3 changent de nom, regroupés au sein d'une seule entité, France Télévisions, alors présidée par Hervé Bourges. En ce temps-là, Internet vient à peine d'être ouvert au public et l'usage du téléphone portable est encore peu répandu. En revanche, le Minitel est omniprésent en France. Une entreprise qui n'est pas sur Minitel n'entre tout simplement pas dans le champ du possible. Le Minitel ne sera désactivé que 20 ans plus tard et sera encore longtemps utilisé dans les milieux agricoles. Il faut dire que ce service avait une qualité majeure, il était impossible de le pirater. Sport et loisirs. 1992 fut aussi l'année de l'Euro. Mais non, pas la monnaie, le championnat d'Europe des nations de football. L'équipe de France la perd, dès le premier tour. Le sélectionneur Michel Platini démissionne. Année olympique aussi, avec les Jeux Olympiques d'Albertville et ceux de Barcelone. 1992 fut d'ailleurs la dernière année au cours de laquelle des Olympiades d'hiver et des Olympiades d'été furent organisées. Les prochains JO d'hiver allaient se tenir en 1994 à Lillehammer, de façon à instaurer une alternance biannuelle entre Jeux d'hiver et Jeux d'été. Les JO d'été se tiennent donc à Barcelone. L'Espagne est d'ailleurs à l'honneur cette année avec l'exposition universelle de Séville et le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et je mets découverte entre guillemets, car Colomb resta persuadé jusqu'à sa mort d'avoir atteint la côte est de la Chine. De surcroît, l'Amérique existait avant lui, et les Vikings en avaient déjà atteint les côtes. Disons que ce fut la première rencontre entre l'Europe et l'Amérique à ne pas être restée sans lendemain, et n'oublions pas que cette rencontre ne fut pas du tout à l'avantage des indigènes. Le 12 avril, le parc Euro Disney ouvre ses portes à Marne-la-Vallée. Il est entièrement dédié à l'industrie hôtelière et créé ex nihilo, spécialement pour permettre d'accueillir les visiteurs du parc. Ceux qui grincent des dents contre le sacrifice de bonnes terres agricoles que cela nécessitait ne seront pas longs à être vengés, car, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le parc ne sera jamais bénéficiaire. Il sera littéralement sous perfusion offerte par la firme Disney. Le 5 mai, lors de la demi-finale de la Coupe de France Bastia-Martial à Furiani, une tribune s'effondre. 15 morts, 1200 blessés. Quand l'enjeu financier devient premier au détriment des questions de sécurité. Signalons enfin la première édition des Fêtes maritimes internationales de Brest. Brest 92 se tient du 10 au 14 juillet, inspire à Gilles Serval la chanson La forêt sur la rade et totalise 420 000 entrées. Le festival se tiendra tous les 4 ans. L'édition 2020 a dû être annulée, inutile d'expliquer pourquoi. La révélation de la rentrée littéraire est une jeune romancière belge de 26 ans qui signe Amélie Nothomb. Le premier roman publié de cette graphomane revendiquée s'intitule Hygiène de l'assassin et lui vaut les honneurs de nulle part ailleurs. À cette époque, celle qui allait devenir la dame en noir de la littérature française n'a pas encore adopté le look qui allait contribuer à sa légende. Et pourtant, son écriture porte déjà le deuil des illusions romantiques. Son personnage, prétexte attache, a en effet tenté de faire violence à la réalité pour la forcer à se conformer à ses fantasmes de pureté et va en payer les conséquences. On trouvera ce thème, sous d'autres formes, dans d'autres œuvres de la romancière comme Antechrista ou Mercure. Au cinéma, les films marquants de l'année s'intitulent Batman le défi de Tim Burton, L'Arme fatale 3 avec Mel Gibson, Sister Act avec Whoopi Goldberg, The Bodyguard avec Kevin Costner et Whitney Houston, Basic Instinct qui consacre Sharon Stone en tant que sex symbole, Impitoyable où Clint Eastwood, déjà sexagénaire, prouve qu'il a encore du jus, Dracula de Francis Ford Coppola qui consacre le début au cinéma d'une sublissime italienne nommée Monica Bellucci, Indochine qui vaudra à Catherine Deneuve l'Oscar de la meilleure actrice, et bien sûr 1492 Christophe Colomb, qui sort le jour même du 500e anniversaire de l'arrivée du navigateur génois sur l'île de Guanahani. Le film est réalisé par Ridley Scott et le rôle principal est interprété par Gérard Depardieu. Selon certains, le rôle aurait pu revenir à Coluche si ce dernier n'avait pas eu la mauvaise idée de mourir 6 ans auparavant. On y voit aussi la magnifique Sigourney Weaver interprétant la reine Isabelle, mais là, la ressemblance n'est pas au rendez-vous. Côté musique, parmi les tubes de l'année, on trouve The Fly de U2, Petite Marie de Francis Cabrel, Bouge de là de MC Solar, 1, 2, 3 du trio Fredericks, Goldman and Jones, Le Chat du groupe Pow et Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Plus quelques guimbardes tombés dans l'oubli depuis. Du côté de la bande dessinée, le journal Pif, déjà à l'agonie, interrompt sa parution pendant 3 mois. L'année suivante sera celle de la descente aux enfers avant la disparition pure et simple. Le journal Tintin ne se porte pas mieux. Stupidement rebaptisé Hello BD depuis 1989, il cessera de paraître l'année suivante.
En fait, la plupart des magazines BD européens ont déjà disparu ou sont sur le point de le faire. Seuls Fluide Glacial et Spirou tirent encore leur épingle du jeu. Spirou, justement, publie notamment une nouvelle aventure du héros dont il porte le nom, intitulée Le Rayon Noir, et mettant clairement en garde son jeune public contre les dangers du racisme. L'antiracisme est d'ailleurs dans l'air du temps pour la BD franco-belge, car après Le Rayon Noir paraîtront Captain Nepel, une histoire des tuniques bleues visant clairement un politicien français de sinistre mémoire, et Les Enfants de l'Arc-en-Ciel, une aventure du Scrameustache délivrant un message de tolérance et de respect de la différence. À cette époque, en effet, on pouvait encore être antiraciste sans se faire traiter de bobo bien pensant. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'année, le monde de la BD est en deuil avec la mort de Peyo. Le créateur de Johan et Pierre-Louis et des Schtroumpfs aura juste eu le temps, avant de disparaître, de réaliser l'album Le Schtroumpf financier, où il introduit de la monnaie au village de ses petits lutins bleus. Avec cette aventure, Peyo prenait du recul sur son statut de millionnaire. Autres disparus de l'année 1992, Jean Poiret, Jacqueline Maillan, Arletty, Michel Berger et Marlène Dietrich, qui meurt à Paris à l'issue de 14 années au cours desquelles elle ne sortait presque plus de son appartement. Elle fut cependant inhumée dans son pays natal, avec lequel elle a entretenu une histoire d'amour compliquée. Voilà, fin de ce journal, je le dédie à mon frère qui est né en 1992 et aura donc 30 ans cette année. Y aura-t-il un journal de 1993 l'année prochaine? On verra bien. Salut!